Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui la question sur les anémies régénératives. L'intérêt de cette question, c'est une question qui est fréquente, notamment les anémies hémolytiques congénitales. Elle a un intérêt diagnostique, notamment comment différencier les anémies aiguës, les hémolyses aiguës et les hémolyses chroniques, et un intérêt thérapeutique vu l'urgence des hémolyses aiguës. La définition, l'anémie est la diminution du taux d'hémoglobine au-dessous des valeurs de référence selon l'hémogramme. L'hémoglobine normale varie en fonction du sexe, chez l'homme adulte et chez la femme, et aussi chez la femme en période de gestation, et chez l'enfant. Le diagnostic positif de l'anémie dépendra donc des critères, comme vous le savez très très bien, que selon le sexe et selon l'âge, il varie. Comme vous le voyez ici, chez le nouveau-né, on considère qu'il a une anémie en dessous de 14 grammes par litre, chez l'homme adulte en dessous de 13, chez la femme adulte en dessous de 12 et chez la femme enceinte en dessous de 10,5. Donc, comme le titre l'indique, on a parlé d'anémie et de régénération ou régénérative. La régénération, ça se définit par un taux de réticulocytes qui est supérieur à 120 000 par millimètre. Et ça veut dire que l'origine n'est pas centrale, que la moelle, elle est en train de régénérer et que l'origine de cette anémie régénérative est périphérique. Ici, je vous ai illustré un tableau qui englobe tous l'hémogramme en fonction de l'âge. Et quand vous voyez ici, chez le nouveau-né, le taux d'hémoglobine il est situé entre 17 et 21. Et au fur et à mesure du développement de l'enfant, on voit que les chiffres vont vers la baisse jusqu'à atteindre un taux de 13,5 jusqu'à 18 chez l'homme adulte et chez la femme entre 12 et 16. Et là, vous avez tous les paramètres de l'hémogramme chez un individu depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Les signes cliniques de cette anémie régénérative, donc l'anémie, ça se définit par une baisse de l'hémoglobine qui engendre une baisse de l'oxygène, donc une hypoxie tissulaire. Et sur le plan clinique, on assiste à une pâleur cutanéo-muqueuse, notamment au niveau des conjonctives, et que ce soit les conjonctives et la muqueuse buccale. Et les signes fonctionnels de cette hypoxie, on voit qu'il y a de l'asthénie, de la dyspnée, qui est d'abord d'effort, puis elle devient une asthénie, une dyspnée de repos. Et nous avons le vertige, les céphalées, les tachycardies. Le malade peut être prostré selon le type de l'anémie et un souffle cardiaque anorganique. Sur le plan mécanique, on assiste à quoi? À l'état normal, on voit qu'il y a un équilibre entre l'érythropoèse, qui est la formation du globule rouge, et l'hémolyse physiologique. Comme vous le savez, que l'hémolyse physiologique, c'est pourquoi elle a lieu, parce que la durée de vie du globule rouge, elle est de 120 jours. Et donc, arrivé au terme de 120 jours, le globule rouge, il va être détruit. Cette destruction, ça s'appelle une hémolyse. Et tous les éléments du globule rouge vont être dégradés. Une partie va rejoindre le pool de l'érythropoèse et donc il y aura reformation d'un autre globule rouge et quelques structures ou quelques éléments vont être dégradés et on va voir tout à l'heure. Et donc, à l'état pathologique, il existe un déséquilibre entre l'érythropoèse, la formation du globule rouge et l'hémolyse qui devient une hyperhémolyse. Pas une hémolyse qui est normale, mais c'est une hyperhémolyse. Et cette hyperhémolyse, il va y avoir une augmentation aussi de l'érythropoèse, c'est-à-dire plus il y a de l'hémolyse, plus la moelle régénère et refabrique des globules rouges. Physiopathologiquement, donc on a dit que c'est une origine périphérique et les manifestations de cette anémie régénérative, il y a deux situations. Il y a soit l'hémorragie, c'est une perte excessive de globules rouges, très abondante,
Et il y a l'autre situation, c'est l'hyperhémolyse, c'est l'excès de destruction des globules rouges. Voilà ce que c'est l'anémie régénérative. Donc ces deux situations. Il existe une troisième situation, mais qui se voit uniquement chez les malades qui sont sous chimiothérapie, c'est-à-dire il y a un produit, il y a un toxique qui va entraîner une hémolyse, mais la moelle régénère. Et donc, classification sur le plan physiopathologique en classe les anémies hémolytiques. Pourquoi j'ai pris l'anémie hémolytique? Parce que c'est la plus fréquente. Les hémorragies, le contexte il est bien déterminé. Les hémorragies, ce sont des hémorragies cataclysmiques aiguës. Par exemple, quelqu'un qui vient d'être agressé à l'arme blanche, donc il va saigner, il y aura un saignement qui est très abondant. Par exemple, un accident vasculaire, un accident de transfusion, quand on se trempe de résus ou bien on se trempe carrément du type par exemple, un malade chez qui il est du A positif et on va le transfuser avec du B positif, là il va y avoir une hémolyse aiguë. Et donc, voilà les situations où il y a des hémorragies très importantes. Mais là, non, là, c'est les classifications. Donc, pourquoi j'ai pris ce type pourquoi j'ai pris ce type de description? Parce que les anémies hémolytiques sont les plus fréquentes. Et donc, les anémies hémolytiques sont classées sous forme selon le siège, selon l'évolution et selon l'étiologie. Selon le siège, on distingue des anémies intravasculaires où la destruction du globule rouge elle a lieu dans le vaisseau. Et il y a les anémies extravasculaires ou ce qu'on appelle des anémies intratissulaires dont la destruction du globule rouge se fait au niveau de la rate. C'est-à-dire que le globule rouge, une fois qu'il a subi une attaque, il a subi donc des facteurs exogènes qui vont détruire le globule rouge, ce globule rouge il va être capté par les macrophages qui sont situés dans la rate et donc il va entraîner donc ce globule rouge vers la rate où la destruction aura lieu à l'intérieur. Et puis, il y a la classification selon l'évolution. Il y a les anémies aiguës, qui sont brutales, et il y a les anémies chroniques, qui sont insidieuses. Selon l'étiologie, on distingue les corpusculaires, où c'est l'anomalie du globule rouge. C'est le globule rouge lui-même qui est malade, ou il est anormal sur le plan structural ou sur le plan fonctionnel. Et il y a les anémies hémolytiques extracorpusculaires, ce sont dus aux facteurs exogènes. Ici, je vous ai illustré donc ce schéma ou cette image qui va vous donner une conduite à tenir. Donc cette conduite à tenir, donc on a dit l'anémie régénérative, elle a un taux de réticulocytes qui est supérieur à 120 000. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On va voir s'il y a des hémolyses ou pas. Premièrement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux situations. Il y a la forme où il y a la situation où c'est un syndrome hémorragique cataclysmique, donc il est évident, vous voyez le malade en train de saigner, et là vous allez essayer de lever l'urgence, et en même temps vous allez faire un hémogramme, et l'hémogramme va vous donner qu'il s'agit d'une anémie normochrone normocytaire régénérative, et là le contexte il est bien précis, il est évident. Quand le contexte n'est pas évident, là, on va demander un bilan d'hémolyse, qui c'est l'hémoglobine, la bilirubine, les LDH et lactoglobine. Si ce bilan est positif, là, on va penser à l'autre situation, qui est la situation d'hémolyse. Et à ce moment-là, de quelle étiologie s'agit-il? Donc, on a trouvé que c'est une hémolyse. Maintenant, comme on vient de le dire tout à l'heure, qu'on va classer en fonction du siège, en fonction de l'évolution et en fonction de l'étiologie. Donc, en fonction de ça, on a une hémolyse. On va voir le frottis, un frottis de sang, qui va soit nous aider, soit que s'il est positif, donc il est informatif, il va nous donner des informations sur le type ou la structure du globule rouge. Et s'il y a des anomalies, on va se guider, soit qu'il s'agit d'une anomalie corpusculaire, et dans ce cas, il s'agit soit d'une anomalie de la membrane, soit c'est une anomalie de l'hémoglobine, ou bien c'est une anomalie enzymatique. Maintenant, si c'est une anémie hémolytique extracorpusculaire, elle est due à des facteurs exogènes qui, eux,
vont entraîner la destruction du globule rouge. Mais si le frottis n'est pas informatif et on a une hémolyse, il y a une autre possibilité, c'est-à-dire de demander un test de Coombs. Si ce test de Coombs est positif, là, on va penser à une anémie hémolytique auto-immune. Et on va voir ces détails plus tard. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le siège de l'hémolyse. Le siège de l'hémolyse, alors, quand l'anémie, elle a lieu au niveau vasculaire, c'est-à-dire à l'intérieur du vaisseau, la destruction du globule rouge à l'intérieur du vaisseau, c'est une forme qui est aiguë. Donc, on a dit le siège, l'étiologie. Donc, l'évolution, le siège, c'est une hémolyse qui est aiguë. Elle s'installe en quelques heures, maximum en 1 à 2 jours. Et sur le plan clinique, on va assister à une manifestation clinique, notamment on a un état de choc où le patient il est pâle, il a un malaise, il a des frissons, de l'hyperthermie, il peut être même prostré et voire il peut même aussi avoir de l'hypotension. Sur le plan urinaire, il y a des douleurs lombaires, de l'hémoglobinurie, c'est-à-dire passage de l'hémoglobine dans les urines. Pourquoi je dis hémoglobinurie? Parce que l'hémolyse, qu'est-ce qu'il y a? Le globule rouge, il est fabriqué, l'hémoglobine, elle est faite de 2 composés, l'hème et la globine. Donc quand il y a la destruction, il va y avoir, cette hémoglobine va passer dans les urines, et en passant dans les urines, elle va colorer, d'abord avant de passer dans les urines, elle va passer dans le plasma, parce que la destruction, elle est à l'intérieur du vaisseau. Donc elle va passer dans le plasma, et donc le plasma qui est un composé qui est jaune citrin, il va se colorer en rose, et on appelle ça de l'hémoglobinémie. Et après, l'excès d'hémoglobine va passer dans les urines et il va colorer les urines en rouge, et ce sont des urines qui sont dites rouge pourto. On assiste aussi à une oligurie, voire même une anurie. Et sur le plan abdominal, il existe des douleurs abdominales, voire même des nausées, des vomissements et des diarrhées. Sur le plan biologique, comment se manifeste cette hémolyse intravasculaire aiguë? On va assister à une baisse de l'aptoglobine. L'aptoglobine, c'est un composé qui est sécrété par les hépatocytes. Et donc, à l'état normal, il circule librement. Il a un taux normal situé entre 0,5 à 1,5 g par litre. Pourquoi il y a cette baisse de l'aptoglobine? Parce que l'aptoglobine, c'est le composé ou l'élément qui va capter l'hémoglobine, qui est dans le sérum. Et donc, le fait qu'il va la capter, il va fabriquer un complexe hémoglobine-aptoglobine, et à ce moment-là, on va assister à la baisse de l'aptoglobine libre, sérique. C'est pour ça qu'on dit, premier signe de l'hémolyse, c'est la baisse de l'aptoglobine. Le deuxième élément, c'est l'hémoglobinémie, c'est-à-dire le passage de l'hémoglobine dans le sérum, dans le plasma. Ensuite, il y a le passage de l'hémoglobine dans les urines. Donc, on a une hémoglobinurie. On voit que les urines sont devenues rouges. Et on a aussi l'hémocinurie, c'est-à-dire les pigments jaune citrin et les pigments de fer qui sont, quand l'hème va s'ouvrir, donc il y aura, l'hème va se séparer de la globine, et au niveau de l'hème, il y a un atome de fer. Et donc cet atome de fer, il va être détaché, et il y aura de l'hémochromatose, c'est-à-dire pigmentation et augmentation du taux de fer dans le sang. L'autre situation, c'est quand l'hémolyse, elle est intratissulaire. Donc l'hémolyse intratissulaire, c'est une hémolyse qui est chronique. C'est une hémolyse qui est chronique, elle s'installe de façon progressive, on dit qu'elle est insidieuse, elle s'installe entre 1 semaine à 1 mois maximum, et donc elle se manifeste par il y a trois signes cliniques qui peuvent être complets, donc là, les 3 ils peuvent exister en même temps, comme ils peuvent être incomplets, c'est-à-dire on peut avoir, alors soit la pâleur, c'est une pâleur cutanéo-muqueuse, la face interne des conjonctives sont décolorées, il y a de l'ictère conjonctivale surtout, formation de la bilirubine, donc l'hémoglobine qui va être captée
par le macrophage, elle va se transformer en bilirubine. Et il y a la splénomégalie. Pourquoi il y a la splénomégalie? Parce que les macrophages sont fabriqués au niveau ils sont au niveau de la rate. Et donc, ces macrophages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont trouver un excès d'hémoglobine, ils vont le capter pour détruire, parce que le macrophage, sa fonction, c'est de détruire tout ce qui est anormal. Et donc, ils vont capter cette hémoglobine qui est anormale et ils vont essayer de détruire. C'est pour ça que l'augmentation et l'engorgement des macrophages par l'hémoglobine vont entraîner une splénomégalie. Et donc, ces trois signes, pâleur, ictère et splénomégalie, ça s'appelle la triade hémolytique. Et la triade hémolytique, elle peut être complète ou partielle. Elle est dite complète quand nous avons les trois signes, et elle est dite partielle lorsque nous avons soit un ictère avec une pâleur ou une splénomégalie, etc. Il y a un des paramètres qui manque. Sur le plan biologique, il y a augmentation du taux de bilirubine totale, non conjugué, total et non conjugué. Il y a l'augmentation du fer sérique et il y a la stercobilinogène et l'urobilinogène. Je vais m'expliquer. Donc, la bilirubine totale est non conjuguée. Pourquoi? Parce que l'hémoglobine va être captée par le macrophage et donc elle va se transformer d'abord en bilirubine totale, donc c'est une bilirubine totale, et ensuite en bilirubine non conjuguée. Le fer sérique, pourquoi il va augmenter? Parce que quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un atome de fer au niveau de l'hème, et dès qu'il y a destruction de l'hémoglobine, l'hème va partir d'un côté, la globine, elle va se dégrader, ce sont des acides aminés qui vont rejoindre le pool de l'érythropoïèse pour refabriquer un autre globule rouge, et donc il va y avoir augmentation du fer dans le sang. Donc le fer sérique, le fer plasmatique. Et on a les stercobilinogènes et l'urobilinogène, c'est les pigments de bilirubine qui vont passer dans les urines et dans les fesses, c'est-à-dire dans les selles. Et là, je vous ai illustré donc cette image ou ce schéma qui va, donc cette image, vous voyez ici qu'il y a l'hémolyse, donc le globule rouge, il va être détruit, donc lysis en anglais, donc il va être lysé, hémolysé. Il va y avoir de l'hémoglobine libre, donc l'hémoglobine, elle est libre. Les dimères d'hémoglobine, une partie va être, elle va passer dans le sérum, donc le plasma, et va colorer le sérum, il va devenir rosâtre, alors qu'il était jaune citrin. Et une partie va passer dans les urines et va colorer, vous voyez ici, elle va colorer l'hémoglobine, les urines en rouge. Et donc là, cette partie, c'est ce qui se passe au niveau de l'hémolyse intravasculaire. Donc ça, c'est l'hémolyse aiguë. Par contre, ici, c'est ce qu'on appelle l'hémolyse intratissulaire. Donc vous voyez les hémoglobines, les didymères d'hémoglobine, ils vont passer ici. Ici, il y a l'aptoglobine qui est sécrétée par les hépatocytes. Donc là, c'est l'aptoglobine libre. Donc une fois qu'il y a l'hémoglobine, elle va être couplée à l'hémoglobine et on va assister à une baisse de l'aptoglobine libre. Et vous voyez ici, nous avons l'aptoglobine, le complexe aptoglobine-hémoglobine. Il va être capté par le macrophage et vous voyez ici que le macrophage il devient grand et c'est ce qui explique la splénomégalie. Donc l'hème, elle va être conjuguée, donc en bilirubine, bilirubine inconjuguée, inconjugate bilirubine, donc c'est une bilirubine libre qui n'est pas conjuguée. Ensuite, elle va passer dans les hépatocytes, elle va être conjuguée, et vous voyez que l'hème, il était là, dans le macrophage, donc tout ce qui est dans le macrophage, il va passer dans les hépatocytes, l'hème va se scinder en atomes de fer et en porphyrine, et la globine, ce sont des acides aminés, ils vont rejoindre le pool de l'érythropoïèse pour fabriquer d'autres globules rouges. Et donc la porphyrine, donc ici la porphyrine, elle va passer dans les urines et dans les selles, et c'est ce qui entraîne la coloration jaunâtre des selles. Quand on a un ictère, il y a les selles qui devient pratiquement blanc, et il y a les urines qui deviennent foncées. Donc l'étiologie de l'hémolyse. L'étiologie de l'hémolyse, on a dit tout à l'heure qu'il y a deux formes. Il y a les formes corpusculaires et les formes extracorpusculaires. Donc les formes corpusculaires, l'anomalie, c'est
l'anomalie du globule rouge. C'est le globule rouge qui est malade. Alors, comment il peut être cette anomalie? Elle peut se situer soit au niveau de la membrane. Donc, la membrane du globule rouge est anormale. Donc, on le trouve, cette situation, on la trouve dans ce qu'on appelle la microsphérocytose ou la sphérocytose. On peut assister aussi à des anomalies enzymatiques. Donc, on a anomalie d'une enzyme qui s'appelle la G6PD. C'est une anomalie qui est caractéristique, qui se voit essentiellement chez les garçons. Et cette hémolyse, elle a lieu surtout en hiver. Elle est due à l'ingestion de fèves. Et donc, ces garçons qui ont ce déficit en G6PD, en hiver, quand ils mangent de fèves, ils peuvent entraîner une hémolyse. Mais elle ne se voit pas chez la fille. Par contre, le déficit en pyruvate kinase, qui est une autre enzyme membranaire, du globule rouge plutôt, donc c'est une enzyme qui se voit, cette anomalie, elle se voit aussi bien chez les filles que chez les garçons. D'accord? Alors, la troisième situation, c'est une anomalie des chaînes de globine. Vous savez que la globine, puisque l'hémoglobine, il y a l'hème et la globine, elle est faite de 2 chaînes. Et en fonction de l'âge, à chaque âge, elle porte un nom. Donc, à l'âge adulte, il y a 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Alors, l'anomalie des chaînes de globine, elle peut être soit quantitative, c'est-à-dire que la quantité de la globine, elle est soit déficitaire, donc un déficit complet, ou bien il peut être partiel. Donc c'est la quantité de la globine qui est diminuée, et cette situation se voit dans les syndromes thalassémiques. Donc le syndrome thalassémique, c'est une anémie hémolytique héréditaire, corpusculaire, congénitale, due à une anomalie quantitative de la globine. Et la deuxième situation, c'est une anomalie qualitative, c'est-à-dire que la globine est quantitativement normale, mais c'est sa structure, sa qualité qui est anormale. Et donc cette situation, elle se voit dans les drépanocytoses, qu'on appelle surtout l'hémoglobinose S, qui est la pathologie la plus fréquente. Et vous voyez ici, ça c'est un globule rouge. Lorsqu'il est détruit, vous voyez, donc à l'état normal, le globule rouge, il a une forme sphérique, il a 8 micromètres de diamètre, et vous voyez qu'il est, c'est-à-dire il est genre globuleux, et là, vous voyez qu'il y a 2 chaînes de globine, la chaîne alpha 1, alpha 2, et vous voyez 2 chaînes bêta, donc la bêta 1, la bêta 2, donc ils sont là. Et ici, vous voyez en bleu, c'est l'hème, et à l'intérieur de l'hème, il y a un point rouge, ici, c'est le fer. Et donc, en cas d'anomalie corpusculaire, soit on a la quantité de l'hémoglobine, soit nous avons les chaînes alpha qui sont atteintes ou bien les chaînes bêta. Et donc, soit quantitativement, il y a une des chaînes qui n'existe pas, donc qui est diminuée, ou bien c'est un déficit complet, donc il y a une chaîne qui est absente, ou bien il y a une partie dont un allèle, parce que chaque chaîne, elle a 2 allèles, soit que c'est 2 allèles qui sont diminués, soit il y en a un, et donc on parle d'un déficit soit complet ou partiel. Donc que ce soit les chaînes alpha ou les chaînes bêta. Donc dans les syndromes thalassémiques, nous avons on parle d'alpha-thalassémie et de bêta-thalassémie. Et quand il s'agit d'une atteinte qualitative, donc les 4 chaînes, elles existent, elles sont là, mais c'est une anomalie qualitative. Leur structure est anormale. Et vous voyez ici que en cas d'hypoxie, le globule rouge à l'état normal, donc vous voyez qu'il est sphérique. Et donc quand en cas d'hypoxie, on voit que vous voyez la structure du globule rouge, comment elle est, donc elle est anormale. Vous voyez ici aussi, alors ce que j'ai dit tout à l'heure, la qualité de la globine, vous voyez ce qu'on appelle, il a une forme de fossile. Et c'est les globules rouges qu'on voit en cas d'hémolyse
dû à une anomalie qualitative, c'est ce qu'on voit dans l'hémoglobine S ou dans ce qu'on appelle la drépanocytose. Et vous voyez ici, nous avons les anomalies de membrane. Tout à l'heure, j'ai parlé d'anomalies de membrane. Voilà, les anomalies de membrane. On a les microsphérocytoses. Vous voyez, le globule rouge, voilà, à l'état normal, le globule rouge, comment il est? Donc, il est bien rond. Et il a une forme et une taille qui est identique. Et ici, vous voyez, il y a de petits globules rouges qui sont foncés. Voilà, ici. C'est ce qu'on appelle les microsphérocytes. C'est ce qu'on voit dans le cas d'anomalie membranaire. Quand l'étiologie, elle est due à une anomalie membranaire. Voilà, nous avons des elliptocytes, voilà ici. Voilà, ils ont un genre d'ellipse. Et voilà des stomatocytes. On dit que ce sont des globules rouges qui sourient. Voilà, regardez ici, des stomatocytes. Tout ça, c'est des anomalies de membrane. Ça, c'est des anomalies qualitatives de l'hémoglobine, ce qu'on voit dans la drépanocytose. Et ça, c'est donc dans les anomalies quantitatives, c'est ce qu'on voit dans les bêta-thalassémies. Donc ce sont de petites cellules, de petits globules rouges. Donc là, dans les formes extracorpusculaires, elles sont acquises, contrairement à ce qu'on a dit dans les formes corpusculaires, elles sont congénitales. Les formes extracorpusculaires, elles sont acquises. Elles sont dues à un facteur exogène qui va entraîner la destruction du globule rouge et nous assistons il y a différentes situations. La première situation, c'est quand nous sommes devant un toxique. Donc il y a un toxique qui va entraîner la destruction du globule rouge et ça se voit généralement en cas de produits chimiques tels que le plomb, l'arsenic, en cas de prise de certains médicaments, certains antibiotiques. Ils peuvent engendrer aussi une hémolyse extracorpusculaire, les bactéries telles que les septicémies. La deuxième situation, c'est en cas de maladies infectieuses, notamment le paludisme, la toxoplasmose, le calahazard, le pneumocoque, le staphylocoque. Donc toutes ces pathologies se manifestent par une anémie hémolytique, une anémie régénérative et notamment une anémie hémolytique. Les causes mécaniques, ce sont des malades qui sont porteurs de valves. Les cardiopathes, ce sont surtout les cardiopathes. Et il y a deux situations. En cas de macroangiopathie, ce sont les malades qui sont porteurs de valves cardiaques, donc de valves mitrales ou tricuspidiennes. Et il y a les microangiopathies, ce sont des maladies cardiaques comme l'hypertension artérielle ou en cas de présence de métastases, ils vont engendrer des problèmes mécaniques au niveau, donc quand il y a le passage du globule rouge, du sang dans le cœur, le globule rouge il va être détruit en raison de ces situations pathologiques. La quatrième situation, c'est qu'il s'agit d'une cause immunologique. Et dans la cause immunologique, la destruction du globule rouge, elle est due à la présence d'un anticorps anti-globule rouge. Parce que vous le savez bien que le globule rouge, à sa surface, il y a des antigènes et ces anticorps vont se coupler à l'antigène et détruire le globule rouge. À ce moment-là, donc dans cette situation, le test de Coombs, généralement, il est positif. Et donc, il y a deux situations. Cette hémolyse immunologique, elle peut être idiopathique dans 50%, c'est-à-dire on ne trouve aucune cause, et elle peut être secondaire, telle que secondaire à lupus érythémateux disséminé en cas de tumeur, etc. Et vous voyez ici une hémolyse extracorpusculaire due à la présence d'anticorps. Vous voyez les globules rouges. Voilà, donc ça c'est à la surface les antigènes et anticorps, donc les anticorps qui vont se coupler aux antigènes, donc de surface du globule rouge, formation, activation du complément, donc là, formation du complexe immun et activation du complément, et à ce moment-là, le globule rouge, il va être détruit. Et vous voyez ici la globine, donc l'hème va être la globine qui va se dégrader et rejoindre le pool de l'érythropoèse. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, que l'hémoglobine libre, elle va être captée par l'aptoglobine. Et voilà, donc l'hémoglobine, l'aptoglobine, elle va passer donc dans le système réticulo-endothélial, passer dans le foie,
Et donc, au niveau de foie, formation de la bilirubine, ça va passer dans les fesses et ensuite dans les urines. Et vous voyez ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'hémolyse intratissulaire. Donc là, après avoir vu la question sur les anémies régénératives, là, je vous ai illustré un algorithme. Vous êtes dans votre cabinet et vous avez un malade qui va venir avec une formule, ou bien vous demandez une formule et vous avez une formule. Quelle est votre feuille de route? Comment vous allez vous sortir pour dire cette anémie est due à... Quelle est l'origine de cette anémie? Alors là, il y a ce qu'on appelle, c'est un algorithme, c'est une feuille de route, c'est simple. Donc vous avez une anémie isolée. Devant une anémie, quel est l'élément, le premier élément qu'on doit voir pour se guider? C'est le VGM, le volume globulaire moyen, et vous l'avez vu dans toutes les questions, que ce soit l'anémie arégénérative, donc on vous a déjà parlé du volume globulaire. Donc le VGM, lui, il va me dire de quel type d'anémie s'agit-il. Donc là, on va voir d'abord notre question, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, si il me dit que c'est une anémie normochrome ou macrocytaire, donc normochrome, c'est entre 80 et 100 femtolitres, macrocytaire quand il est supérieur à 100 femtolitres. À ce moment-là, je suis devant une anémie normochrome ou légèrement macrocytaire. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, s'agit-il d'une anémie qui est régénérative, arégénérative? Qu'est-ce que je fais? Je demande le taux de réticulocytes. Donc, le taux de réticulocytes, s'il est supérieur à 120 000, je suis devant une origine périphérique, ça veut dire que la moelle, elle est normale, ma moelle, elle est en train de régénérer, elle est normale. Et donc, l'origine est périphérique, je dois voir de quelle étiologie s'agit-il, ou je suis dans quelle situation. Est-ce que je suis dans un contexte d'hémorragie? Et le contexte, il est évident, un malade qui est en train de saigner devant vous, il vient d'être agressé, ou bien je suis dans une situation d'hémolyse. Alors, l'hémorragie, elle est évidente. S'il n'y a pas un syndrome d'hémorragie et vous avez questionné le malade, il s'agit d'une anomalie hémolytique. Et là, l'anomalie hémolytique, donc l'hémorragie, on la met de côté, donc la forme régénérative, je vais demander mon bilan d'hémolyse. Ce que je peux vous rajouter aussi, c'est-à-dire pour faire la différenciation entre une cause congénitale et une cause acquise, c'est aussi l'interrogatoire donc familial. Il faut demander au malade, est-ce qu'il a ses parents déjà, est-ce qu'ils sont consanguins? Il y a une consanguinité, que ce soit primaire ou secondaire. Et il faut demander, est-ce qu'il y a des cas particuliers, des cas similaires dans la fratrie. Là, ça va nous aider à s'orienter vers l'étiologie. Et donc, une fois qu'on a demandé le bilan hémolytique, donc soit ce qu'il s'agit d'une forme corpusculaire héréditaire, et à ce moment-là, il faut voir, est-ce qu'il y a, les parents sont consanguins, est-ce qu'il y a des cas familiaux dans la fratrie? Cependant, il faut savoir qu'il y a une situation où les parents peuvent être consanguins et il n'y a pas de cas similaire dans la fratrie, il n'y a que le malade. Et on appelle ça un cas sporadique. Un cas sporadique, ça veut dire que la maladie, il n'y a que le malade qui est atteint de la maladie, ses parents ils peuvent être consanguins, mais il n'y a pas de cas similaire dans la fratrie. Et donc, s'il s'agit d'une forme corpusculaire par anomalie du globule rouge, et là, on a vu tout à l'heure, il y a des anomalies de membrane, il y a des anomalies enzymatiques et il y a des anomalies de l'hémoglobine, c'est-à-dire soit quantitativement ou qualitativement. Et à chaque bilan, il y a des bilans à faire. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une forme extracorpusculaire, on va rechercher quelle est l'étiologie. Est-ce que c'est un toxique? Est-ce que c'est infectieux? On va demander au malade, est-ce qu'il a séjourné en zone d'endémie paludique ou bien il a fait un voyage récent? Est-ce qu'il a été au contact d'un produit chimique, etc. Donc là, ça vous oriente vers l'hémolyse.
Je reviens sur mon algorithme, ça c'est juste de façon générale. Et donc, si mon taux de est inférieur, de réticulocytes est inférieur à 120 000 par millilitre, là je suis devant une cause centrale. Donc la cause centrale, je dois chercher d'abord les causes extra-hématologiques. Les causes extra-hématologiques sont notamment une hypothyroïdie, un alcoolisme, une atteinte du foie, notamment une cirrhose, et une insuffisance rénale. Si j'ai pas, à ce moment-là, quels sont les bilans à faire? C'est un bilan thyroïdien, l'alcoolisme, bien sûr, c'est l'interrogatoire, le foie, un bilan hépatique et un bilan rénal. Si tous mes bilans sont normaux et que le malade n'est pas alcoolique, là, je vais me dire, est-ce que ce n'est pas une carence en facteurs antipernicieux, c'est-à-dire la vitamine B12 et l'acide folique ou ce qu'on appelle la vitamine B9. À ce moment-là, on va demander un dosage vitaminique. S'il est effondré, que ce soit la vitamine B12 ou l'acide folique, s'ils sont effondrés, donc il s'agit d'une anémie arégénérative par carence, soit en vitamine B12, soit en acide folique, et le traitement c'est la supplémentation, soit en acide folique, soit en vitamine B12. Maintenant, si le dosage peut être normal, alors qu'il s'agit d'une carence. Donc si le dosage peut être normal, à ce moment-là, on fait 1 mg. Alors, je reviens sur la question, lorsque nous avons une anémie régénérative d'origine périphérique et qu'on a demandé le taux de réticulocytes qui revient supérieur à 120 000 par millilitre, le myélogramme n'est pas indispensable. On peut s'en passer. Pourquoi? Parce que l'origine, elle est périphérique, l'origine n'est pas centrale. Mais dans cette situation, c'est différent. Le taux de réticulocytes est bas, donc il n'est pas supérieur à 120 000. À ce moment-là, je fais ma moelle, je fais un myélogramme, et là, le myélogramme, il va me dire est-ce qu'il s'agit d'une anémie mégaloblastique par carence en acide folique ou en vitamine B12, est-ce que c'est un envahissement de la moelle? Donc la moelle, elle est envahie, soit par une hémopathie maligne, notamment comme par exemple la leucémie aiguë, soit par un cancer, donc un adénocarcinome, soit c'est une maladie, un syndrome myélodysplasique, ou bien si la moelle est pauvre, il s'agit d'une aplasie médulaire ou bien une myélofibrose. Ça, c'est dans le cadre de la forme normochrome normocytaire. Dans la situation où mon VGM est inférieur à 80 femtolitres, je suis devant une anémie microcytaire. À ce moment-là, il s'agit de 3 situations. Soit c'est une carence martiale, soit c'est une anémie inflammatoire, soit c'est un syndrome thalassémique. Donc le syndrome thalassémique, c'est une anomalie hémolytique. Mais la différence des autres hémolyses corpusculaires, le syndrome thalassémique, c'est une anomalie de la chaîne de globine, c'est une anémie microcytaire régénérative. Donc, dans les formes régénératives, la seule hémopathie, anémie régénérative, mais qui est microcytaire, c'est la thalassémie. Alors les autres, elles sont toutes normochromes ou macrocytaires. Et voilà, nous sommes donc à la fin de notre question. Je vous remercie pour votre attention et à